Donc, rebonjour, on va se rasseoir pour commencer notre deuxième présentateur. Je réalise que tout à l'heure, je ne me suis pas présentée, en fait. Donc, mon nom est Jody Kaloubi. Je suis vice-présidente aux affaires institutionnelles du FRESC, impliquée aussi depuis pas mal les débuts. Puis, je suis infirmière diplômée de McGill et je fais en ce moment une maîtrise en santé publique à l'École de santé publique de l'Université de Montréal ici. Donc, j'ai eu la chance de suivre justement le cours ASA 6754 avec Dr. Hébert puis M. Régis Blais. Donc, je suis très contente de vous accueillir ici aujourd'hui. Donc, je passe la parole à Élise, qui a aidé beaucoup avec l'organisation de l'événement, pour présenter notre deuxième invité, Dr. Alain Vadeboncoeur. Bonjour à tous. Encore. Bonjour. Alors, moi, je vous présente un invité qui n'a pas besoin d'introduction, on l'a dit tout à l'heure, mais je vais quand même vous en faire une, pas trop longue, pas trop courte. Alors, M. Vadeboncoeur est chef du service de médecine d'urgence de l'Institut de cardiologie de Montréal. Il est aussi professeur agréé de médecine à l'Université de Montréal. Il a animé l'émission Les Docteurs à Radio-Canada, en plus d'avoir été le président du regroupement des médecins québécois pour le régime public. Il est également chroniqueur à l'actualité et auteur des livres Privés de soins et de son dernier ouvrage, Des ordonnances. Veuillez bien accueillir M. Dr. Alain Vadeboncoeur. Permettez que je prenne ça comme ça. T'as oublié quelque chose? J'ai même été enseignant à l'École de santé publique. Donc en 2013-2014. On t'a clairé? Hein? Oui, j'ai pas fait longtemps, ils m'ont mis dehors dessus. Non, mais en fait, c'était pour te remplacer, je me rappelle bien. À l'externat. Et donc, je pense que tu avais pris une sabbatique ou tu étais à l'extérieur. Et donc, il avait pris un peu n'importe qui, c'est-à-dire moi, pour donner les 12 heures sur le système de santé pendant un an. Mais évidemment, quand ils sont venus, ils se sont rendus compte que ça n'avait pas vraiment d'allure, donc ils m'ont remercié de mes fonctions. Et c'est moi qui le donne maintenant. C'est toi qui le donne maintenant, c'est ça. Et donc, voilà. Donc, c'est ça aussi ce que j'ai fait. J'ai bien aimé ta présentation, Régent. J'aime beaucoup l'aspect historique des choses. Notre formation en histoire, de façon générale, est assez faible, et en histoire de médecine, est extrêmement faible. Et pourtant, on peut comprendre plein de choses en étudiant un peu comment les systèmes, d'où viennent les systèmes, pour comprendre où est-ce qu'on s'en va. Et j'essaie toujours d'en mettre un petit peu quand j'écris des trucs là, plus en profondeur, d'où est-ce qu'on vient. Et donc, j'ai bien apprécié. Et en fait, j'en prendrais peut-être une deuxième de toi, si vous voulez, plutôt que moi. Là, ça serait peut-être plus intéressant. Mais on va continuer. Donc, ne dépistez pas toujours en profondeur. C'est le titre d'un des chapitres qui est pertinent là. La citation de Georges Clemenceau, qui était président de la France. La vie m'a appris qu'il y a deux choses dont on peut très bien se passer. La présidence de la République et la prostate. Et donc, c'était son point de vue. Donc, vous avez probablement hâte à la conférence. Un peu, beaucoup, oui. On doit commencer par une déclaration d'intérêt. Je pense pas que tu as fait de déclaration d'intérêt, d'ailleurs. Oui, j'en ai pas d'intérêt. C'est un peu, hein? T'en as pas? Donc, des fois, on voit ça dans les congrès maintenant, surtout quand ça touche la cardiologie. Les gens arrivent et comprenez bien le concept, avec énormément de conflits d'intérêts, mais qui sont exactement balancés de telle façon qu'il n'y en a aucun qui a une influence sur la personne. C'est vrai, c'est un niveau que j'ai vu ça souvent. Les gens disent ça. Moi, je suis plein de conflits d'intérêts, mais ils sont tous égaux. Tu sais. Fait que finalement, j'en ai pas. Ce n'est pas vrai. Okay? Quand vous voyez ça, méfiez-vous. Mais ça, c'est pas mes conflits à moi. Moi, j'ai à part enseigner je donne des cours un peu partout sur les électros. J'ai pas de conflit d'intérêt, pharmaceutique notamment, ce qui explique que je roule dans une petite voiture comme ça. Et non seulement ça, mais j'épargne sur l'essence en plus parce qu'elle est électrique. Ceci dit, ça c'est mon ancienne, c'est une Spark. Maintenant, j'ai une Bolt, pour ceux qui s'intéressent aux voitures électriques. Magnifique voiture électrique. J'ai aussi un conflit d'intérêt. Ben, effectivement, j'ai publié un livre récemment. Et le titre est pas mal, mais le sous-titre, quand mon éditeur a vu ça, pas le sous-titre, mais disons le bandeau, la vérité sur la médecine. On peut interpréter plein de choses. Les complotistes pouvaient enfin comprendre qu'est-ce qui se passait chez les médecins, etc. Mais en fait, ça veut simplement dire parler de la médecine de la façon la plus juste possible aux patients, là, aux gens en général. Donc, je travaille dans ce petit hôpital. Est-ce qu'il y en a qui connaissent l'Institut de cardio? Êtes-vous déjà passé par là, peut-être? Donc, c'est rendu le deuxième plus petit hôpital du Québec. On est un petit hôpital de 153 lits à peine, parce qu'on n'est pas fusionné. On n'a pas le bonheur de participer à la grande révolution de
de la loi 10 dont tu as parlé. On est bien triste de cela, évidemment. Et je vois énormément de choses assez graves là, mais surtout de la cardio. On remarque que de ce temps-ci, on voit beaucoup de patients pulmonaires également qui arrivent là, ou les cardiaques qui décompensent avec l'influenza. Et donc, des gros trucs comme ça. Ceci dit, dans la vie, tout n'est pas si grave que ça. Donc, si vous avez manqué la blessure initiale ici, vous allez comprendre que cet individu souffre beaucoup actuellement, et même se tord de douleur. Et pour ceux qui ont manqué la blessure sadique, vous allez voir en quoi ça consistait finalement. C'était tout simplement une pichenotte sur l'oreille comme ça, qui menait à cette souffrance-là. Quand j'ai écrit mon bouquin, j'avais un chapitre sur le dépistage du cancer de la prostate qui commençait un peu avec mon histoire. Je disais, bon, ben moi, je ne me ferai pas dépister, je pense. Et en année, j'ai rencontré un patient juste avant l'été. Je vais vous présenter simplement son histoire, très brièvement, et on va s'en servir pour illustrer un peu ce dont on va discuter. Donc, ça va être une simple histoire de cas. C'est un homme de 76 ans que je vois à l'urgence. Donc, il se présente en fait pour des palpitations tout à fait bénignes, qui ont l'air des extrasystoles. Pas d'autres symptômes vraiment. Il est un peu inquiet. À l'Institut, les gens ne se présentent pas seulement pour des symptômes, mais ils se présentent beaucoup pour l'interprétation qu'ils ont de leurs symptômes. C'est assez particulier. Donc, c'est pas juste que je sens mon cœur débat, c'est généralement, quand ils ont des palpitations, ils pensent que le cœur va s'arrêter, se poser au milieu de la nuit, des trucs comme ça. Il y a beaucoup d'interprétations, donc beaucoup d'anxiété, beaucoup plus que dans une urgence moyenne. Donc, des palpitations isolées. Je l'examine, examen normal, l'électro est normal. Donc, ça se destine pour moi à être un cas assez banal. Donc, je le rassure. Puis, en général, je suis assez efficace pour rassurer les gens. Et donc, je suis content de mon travail. Et là, évidemment, il se met à brailler. Et là, je me dis, ben, j'ai peut-être échoué dans mon travail de réassurance. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais non, c'est qu'il y a une autre histoire, en fait, derrière celle-là. Je lui demande, ben, qu'est-ce qui se passe? Ça vous inquiète, tout ça? Il me dit, non, c'est pas ça. Lui, il voit son médecin chaque année pour un bilan de 76 ans. Et donc, c'est un homme qui est en parfaite santé essentiellement. Là. Il ne prend pas de médicaments comme tel. Son test de PSA ou d'APS, j'aurais dû écrire, est revenu anormal. Son test de dépistage du cancer de la prostate est revenu anormal. Et donc, il est en attente pour une biopsie qui s'en vient. Il y a peut-être un cancer de la prostate, mais évidemment, c'est ce qui le bouleverse. Et effectivement, c'est pour ça qu'il est inquiet. C'est pour ça peut-être qu'il ne file pas aussi depuis 2-3 semaines dans l'urgence. Je vais juste souligner un certain nombre de mots dont on va parler un par un, et on va s'en tenir à ça. Donc, médecin, chaque année, un bilan, parfaite santé, test de PSA, on va parler un petit peu, la biopsie, le cancer de la prostate et le fait que ça l'a bouleversé. Donc, on va tourner autour de ces mots-là dans la présentation. Donc, Régent a bien présenté l'idée de pourquoi notre système est médicalo-centriste. Et on a attendu longtemps. Donc, Saskatchewan, c'est 47, c'est ça, je ne me trompe pas. Ici, c'est 70, c'est ça, je me trompe, mais on était la dernière province à faire ça. Donc, la dernière province, dans le fond, à offrir l'accès aux médecins gratuits. L'assurance hospitalisation était couverte depuis 61. Moi, je suis né en 63. Donc, ma mère a retrouvé, emmené la facture, non pas de l'hôpital, parce que j'étais le seul de ces 5 enfants qui elle a pu accoucher sans payer l'hôpital, mais la facture du médecin, qui était un docteur Ferron, là, pas le Jacques Ferron, mais un docteur Ferron. Ça avait coûté 90 pièces. C'était quand même pas si pire. Donc, il avait payé ça en quelques versements. Et donc, c'était en 63. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de mythologie dont je parle un peu dans mon bouquin autour du rôle du médecin dans nos vies. Puis au Québec, je pense que c'est un peu... Parce que j'ai l'impression que c'est un peu particulier. Et on va en parler un petit peu. Je ne sais pas si vous connaissez Louis Jouvet, un grand acteur français. Et ça, c'est Dr. Knorr, qui était en fait une pièce de théâtre qui a été tournée aussi. Les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent. Et c'est fascinant, vous devriez lire ça, parce que ça traite... C'était un faux médecin, en fait, qui abuse des gens en prétendant qu'ils ont tel problème, les inquiète, fait des examens. En fait, c'est un peu le modèle de la pièce. Il y a eu d'autres pièces comme ça. Donc, les gens sont des malades qui s'ignorent, ce qui est tout de même assez inquiétant. Ça, je vous présente ici, ben, ça c'est moi. J'ai déjà eu des cheveux frisés, beaux bouclés, etc. Et ça, c'est mon grand-père, qui était médecin de famille, en fait, en Ontario, à Plantagenet, pour être exact. Là-dessus, il a 85 ans. Il va mourir à peu près dans un an, là. Il pratiquait encore à ce moment-là. Et j'ai jamais pu lui parler de ça, évidemment. Ça, je pense que c'est ma sonnerie de sel, c'est ça? J'avais mis une alarme à cette heure. C'est embêtant, ça. Ah, c'est pas mon sel. C'est fascinant parce que moi, c'est mon réveil matin donc, que j'entends là, puis je pensais que c'était moi. Donc, c'est mon grand-père. Et lui, il travaillait dans un village, donc à Plantagenet, en Ontario. Et ma mère me parlait souvent un peu de ce qu'il faisait. Bien, essentiellement, il allait aux malades. Hein, il allait voir les gens qui avaient des grandes difficultés. Il allait faire des accouchements. Il y avait aussi un bureau. Il recevait des gens.
j'ai l'impression qu'il ne rencontrait pas souvent les gens pour un check-up annuel, mettons. Il n'avait pas vraiment le temps de faire ça. Il y était deux médecins dans ce village-là. L'autre s'appelait le docteur Larocque. Il chargeait les accouchements beaucoup moins cher que mon grand-père qui avait de la difficulté à arriver à cause de ça. Mais c'était essentiellement, il allait aux malades. Les gens qui étaient malades, il les soignait du mieux qu'il pouvait, évidemment, avec les moyens de l'époque. Il a fait ça donc toute sa vie. Alors, il y a plusieurs idées autour de voir un médecin. Hein? L'idée de voir un médecin quand on est en bonne santé, c'est quelque chose qui est très prévalent, en fait, dans notre société. Donc, d'aller voir son médecin pour un bilan annuel, un check-up. Hein. On peut se demander déjà beaucoup de choses. Pourquoi pas un autre professionnel? Ici, je pense que tu as donné la réponse, parce que c'est les médecins qui sont couverts. Et donc, c'est le médecin qui est gratuit depuis 1971, donc ça joue. Et ce que j'essaie de voir un petit peu, j'avais écrit un texte qui s'appelait « Ne soyez pas malade de vos médecins ». Et je l'ai retravaillé. J'essaie de comprendre d'où venait le malaise avec les médecins. Et je me suis rendu compte de deux choses. D'abord, les attentes face aux médecins sont immenses. Et je dirais même démesurées. Les gens s'imaginent que quand ils rencontrent leur médecin, il y a presque des pouvoirs magiques qui font en sorte qu'ils vont être en meilleure santé, même s'ils sont déjà en très bonne santé d'ailleurs. Et malheureusement, non seulement il y a des attentes immenses, mais l'attente au Québec, on le sait, elle est immense. Et donc, c'est cette contradiction fondamentale-là qui fait que les gens, des fois, sont un peu tannés du système de santé. Et l'attente, bien, on est des champions quand même en Occident là, pour la première ligne, pour l'urgence. On a beaucoup de titres comme ça. Et il y a une contradiction entre les deux. Avoir des grandes attentes face à quelqu'un et ne pas être capable de voir quand on est malade, bien, c'est embêtant. Ça commence à changer, mais c'est assez loin. Je ne reviendrai pas sur les différentes assurances qui ont modelé le système. Tu l'as mentionné, l'hôpital, l'assurance maladie, donc le médecin et les médicaments. Ce qui fait qu'on va souvent à l'hôpital, quand on est malade, à l'urgence, on est les grands consommateurs. On va souvent voir le médecin, des fois pour pas grand-chose, et on prend beaucoup de médicaments. Donc, c'est trois caractéristiques. C'est comme si on avait été modelé par nos assurances. C'est fascinant quand on regarde ça sous cet angle-là. Est-ce qu'on est malade de nos médecins? Bien, on a peut-être des bonnes raisons de l'être. Donc, toujours est-il que ce patient-là, qui est en bonne santé, je rappelle, voyait son médecin à chaque année. Pas si mal, mais à chaque année, il allait voir son médecin depuis longtemps. Je pense que ça faisait 2-3 décennies qu'il était avec lui. Donc, l'idée de voir son médecin à chaque année, c'est quand même aussi quelque chose d'intéressant et de très ancré, en tout cas, dans mon expérience chez les gens. J'ai vu mon médecin à chaque année, quand ils en ont un, évidemment, puis quand ils ont accès. On peut se demander pourquoi voir son médecin à chaque année. C'est intéressant parce que le collège vient tout juste de republier son guide, comment il l'appelle, la fiche de prévention clinique, qui avait été publiée il y a quelques années, je pense que c'était 2014, je ne me trompe pas, 2000, peut-être avant ça. Et là, ça fait quelques jours à peine, c'est sur le site web. Quelles sont les recommandations en prévention? Donc, la fameuse fiche de prévention clinique. Et est-ce que, je ne sais pas s'il y a d'anciens étudiants en médecine ici, mais à l'époque, on avait beaucoup appris l'examen médical périodique, qui, je pense, a amené une grande distorsion dans l'esprit des médecins parce que c'était vraiment... À chaque année, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Alors que maintenant, ben, ce concept-là a été un peu abandonné, a été remplacé par la fiche de prévention clinique. Dans cette fiche-là, en fait, il n'y a absolument rien qui dit qu'il faut voir son médecin tous les ans, ou avoir une prise de sang tous les ans, ou avoir tel bilan. En fait, si on regarde, par exemple, ici, bon, on parle ici du tabagisme. Si on parle, par exemple, syndrome métabolique, donc le dépistage du diabète essentiellement, c'est pas si fréquent que ça, à part pour les gens à risque très élevé. C'est aux 3 à 5 ans. Donc, c'est pas fréquent comme action. Il n'y a pas beaucoup d'actions, en fait, qui doivent être faites annuellement. D'où l'idée que maintenant, ben, la bonne pratique serait peut-être de faire ces actions-là en profitant d'une visite de temps en temps. Mais c'est très ancré dans la vie, dans la tête des gens, que la visite annuelle chez le médecin, ça fait partie des moyens pour être en bonne santé. Le bilan. Donc, le bilan, dans son cas, qui était annuel. Le fameux bilan annuel. C'est un terme qu'on entend. Et ça, c'est vraiment, en fait, mon bilan annuel, c'est presque une façon de décrire ces épisodes de soins qu'on voit son médecin. Et il y a des trucs intéressants à propos du bilan de santé, parce qu'on comprend qu'on parle de gens en bonne santé. Je ne parle pas des malades chroniques dont tu vas discuter, des personnes âgées qui sont extrêmement malades, des MPOC, je ne parle pas des grands malades, mais je parle essentiellement des gens en bonne santé qui ont l'impression qu'en faisant un bilan de santé annuel, ils améliorent leur santé. Alors, si je vous pose la question, est-ce que ça marche, un bilan de santé annuel? Non. Hein? Les gens du gouvernement, les gens des entreprises ont non seulement ces bilans de santé annuels-là, mais des bilans plus, même avec des assurances, souvent dans des centres qui ne font pas partie du réseau public, pour passer des tests, des tapis roulants, des trucs comme ça. Donc, on sait bien que le but, fondamentalement, j'essaie toujours de ramener ça à ça, c'est soit d'allonger la vie de la personne, et le meilleur exemple que j'ai là-dessus, c'est l'appendicectomie. L'appendicectomie, hein, qui a été inventée en 1735,
mais en fait, ça a été une technique qui est devenue courante seulement à la fin du 19e siècle. Et donc, qui prend une jeune fille de 11 ans comme ma fille, qui a eu une appendicite il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, et qui, en fait, va lui ajouter 40, 50, 60 années de vie, si tout va bien par ailleurs. C'est un traitement extrêmement efficace, avec un taux actuellement de complications de mortalité de moins de 1 %. Il y a 7 millions de gens opérés pour l'appendicectomie. Je prends ça comme exemple parce que des fois, on se demande à quoi ça sert de soigner des gens. Mais l'appendicectomie, c'est un bon exemple. Avant l'appendicectomie, quand tu as une appendicite, tu meurs. Ça prend 3-4 jours. Tu as une péritonite, tu fais 40 de fièvre, tu as mal comme tu n'as jamais eu mal, puis il n'y avait pas d'anesthésique à l'époque, et tu finis par mourir de choc septique. C'était universel. Alors que maintenant, l'appendicite, c'est une maladie, écoute, relativement bénigne. Tu passes, ça va bien, une journée à l'hôpital ou deux, tu t'envoies des fois des antibiotiques, c'est fini. Donc ça, c'est de la médecine extrêmement efficace. Et j'ai comme l'impression que les chirurgiens qui faisaient des choses à l'époque comme, je sais pas, m'a coupé une jambe quand t'es pourri, je faisais ça en 30, 60 secondes, ben ça marchait pas mal. C'est pas mal la même chose qu'on fait encore aujourd'hui. Alors que quand on lit les livres de médecine, tu parlais d'histoire, de l'époque, je veux dire, avant 1860, 1880, là, les livres de médecine, tu lis ça, puis c'est n'importe quoi. La médecine, là, tu sais, c'était des gens qui venaient des universités, tout ça. Les concepts, les thérapies, tout ça, tu te dis ça, puis tu dis ça n'a aucun sens. Alors que les chirurgiens, qui souvent étaient un peu méprisés par les médecins, ben eux autres, ils coupaient la jambe quand elle était pourrie, tu sais, ils enlevaient un abcès quand ça devenait trop gros, et éventuellement, ils faisaient des appendicectomies. Ils avaient un impact, en tout cas dans certaines circonstances, assez intéressant. C'est assez récent, l'impact de la médecine sur les gens. Je dirais que c'est surtout le 20e siècle. Fait qu'on vient au bilan de santé annuel. Est-ce que ça marche? Les gens t'ont dit non. En fait, depuis plusieurs années, on sait que voir un médecin annuellement, quand on est en bonne santé, ça n'améliore pas la santé. Ce qui ne devrait pas nous surprendre tant que ça, parce que si on est en bonne santé et qu'on n'a pas de symptômes, bien, on est déjà pas pire. En fait, c'est la revue qui avait été publiée en 2012 par Cochrane qui a pas mal fait réfléchir les gens. Donc, les health checks, donc les bilans de santé, ne réduisent ni la morbidité, ni la mortalité, ni dans l'ensemble, ni cardiovasculaire, ni du cancer, sauf qu'il y a plus de diagnostics. Évidemment, si tu vois ton docteur, tu risques d'avoir plus de diagnostics. Mais ça ne change pas grand-chose à la santé. Quand le collège a commencé à dire, ou le ministre a commencé à dire, les examens annuels, ça ne sert à rien, les gens ont dit, on sait bien, il veut couper. Non, c'est qu'il y a des fondements scientifiques qui montrent que voir son médecin tous les ans, quand tu n'as pas vraiment de gros symptômes, ça ne change pas grand-chose à ta vie. Et d'où ce changement-là par rapport à l'examen annuel. Donc, ça crée une espèce de malaise que je vais vous présenter ici sur une forme imagée, par rapport à la pratique de première ligne, où beaucoup de médecins remplissaient leur clinique de patients en bonne santé qui voyaient à tous les ans avec un check-up annuel. Et quelle était la valeur ajoutée de ça? Bien, on peut vraiment se poser la question. Est-ce que ça changeait la vie des gens? Et on a assez bonnes évidences que maintenant que ça ne change pas grand-chose. D'autant plus que lui, il est déjà en santé à 76 ans, ce qui est quand même de plus en plus, on en trouve de plus en plus des gens comme ça. Qu'est-ce qu'un médecin peut dire à un patient en parfaite santé pour l'aider à améliorer sa santé? Hein? Ça, c'est drôle, continue. Hein? Moi, je pense que les gens qui doivent nous apprendre qu'est-ce qu'il y a à faire, ma mère, il ne faut pas dire son âge, là, s'il y en a qui... Mais ma mère, elle a 97 ans. Okay? Quand on va au chalet l'été, elle part en kayak pendant 2 heures de temps. Elle prend un demi-Saint-Troïde, puis elle fait de la traduction, de l'Internet, puis elle habite seule dans son condo. Qu'est-ce qu'un médecin peut dire à ma mère pour améliorer sa durée ou sa qualité de vie? T'sais? Pas grand-chose. Juste peut-être l'écouter. Puis qu'est-ce qu'elle fait à ma mère spéciale? Elle ne fait pas grand-chose, mais elle a toujours marché 3-4 km par jour. Toujours. Elle n'a jamais arrêté, sauf l'hiver, des fois, quand c'est très gelé. Elle a fumé jeune, mais elle ne fume pas depuis très longtemps, puis elle mange normalement. Puis elle a un poids santé. C'est pas mal elle qui a la solution, en fait, pour vivre longtemps. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à un homme comme ça? On peut dire des choses probablement simples, qui sont encore de la prévention, qui marchent encore chez les personnes âgées. Tu parlais de Churchill tantôt. Churchill est mort à 89-90 ans. Il fumait des cigares en quantité, il buvait une quantité invraisemblable de boissons. Donc, c'est pas un modèle. Hein? Quand on dit, ben lui, il a fumé, il est mort à 90, c'est pas un modèle. Il serait peut-être mort beaucoup plus longtemps. On sait que l'arrêt du tabagisme, c'est probablement une des grandes victoires de la santé publique depuis les années 60. Quand je regardais les taux de tabagisme au début des années 60, c'est 45, j'en revenais pas. Les femmes à 45 %, c'était incroyable. Là, on est rendu à quoi? 18 à peu près % au Québec? 18-20. Donc, arrêter de fumer sûrement, puis faire l'exercice. Tu sais. Les Olympiques sont là, donc c'est sûr qu'on est inspiré par les prouesses olympiques. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de faire des trucs comme ça. Hein. On peut être un sport... Non, ça, c'est peut-être moins bon, mais ça, c'est pas... Mais ça, c'est amplement suffisant. Hein.
Et c'est vrai pour les personnes âgées aussi, c'est d'autant plus vrai. Faire de l'exercice normalement en quantité raisonnable, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Hein, vous savez que la mortalité même remonte un petit peu quand tu es en excès d'exercice, beaucoup d'arythmie cardiaque chez des marathoniens, des choses comme ça. Mais s'entraîner régulièrement, normalement, c'est quelque chose de fondamental. C'est probablement la meilleure prévention, toute catégorie confondue, l'exercice régulier. Donc, quand ma mère me dit, ben moi, je fais rien de spécial, sauf qu'elle marche 3 km par jour, tous les jours, depuis 70 ans, ben c'est probablement une des clés de son succès. Puis, évidemment, il y a le curcuma, qui est vraiment l'autre élément extrêmement important. Hein. Qui est un adepte du curcuma ici? Peut-être que vous avez honte de lever vos mains. Ah! Hein? C'est bon? Moi, je n'aime pas aimer ça. Il y a une belle revue sur le curcuma, dans le fond. On entend ça, les super aliments, le curcuma, tout ça, beaucoup. Il y a des gens qui ont publié là-dessus pas mal. Mais l'impact sur la santé réelle, de gens réels qui en ajoutent à leur diète, est-ce que ça change quelque chose? Bien, il n'y a pas grand-chose dans la littérature là-dessus. Il y a des impacts biologiques, tout ça, sur des cellules, mais des impacts sur la vraie... Est-ce que ça prolonge la vie, ça améliore la qualité de vie? Le curcuma, la curcumine, c'est pas si clair que ça. Les fameux super aliments. Je ne sais pas si vous connaissez celle-là, peut-être Régis, tu connais celle-là. Le Plantae, Equisitopsida, Magnolida, Cariophyllena, Cariophylla, Lamarantacel, Beta vulgaris. Est-ce que tu consommes ça? Ben, c'est de la betterave, là, mais ça marche, mais je veux dire, pas plus que n'importe quoi, dans le fond. Hein, les détox qu'on voit actuellement. Parce que, tu sais, le grand public, vous êtes probablement en santé publique beaucoup, vous avez des grandes théories sur l'alimentation. Les gens, c'est pas ça qu'ils regardent. Là. Ils ouvrent leur revue, puis là, ils tombent sur une cure détox à jus, mettons. Et c'est ça leur vie réelle. Et ils sont exposés à ça. On sait que les détox, c'est une espèce de fumisterie un peu curieuse. Il y en a une en particulier que j'apprécie beaucoup comme concept, c'est le lavement au café. Hein, si vous n'avez jamais essayé. C'est vrai, ça existe? Ah oui? Il ne spécifie pas le type de café, espresso dessous, mais ça fait partie des détox. Hein. Donc, c'est un peu n'importe quoi. Les super aliments. Connaissez-vous les super aliments? En fait, il y en a plein. Tout ce qui est au marché, à peu près, c'est des super aliments. Pas besoin d'aller chercher le bleuet spécial ou le radis noir. En fait, ce qu'on sait que c'est l'alimentation, c'est probablement la deuxième facette de la prévention, puis vous le savez mieux que moi. Puis, il y a pas mal d'évidence sur, par exemple, la diète méditerranéenne, c'est manger du poisson, manger des huiles, des noix, des trucs comme ça, moins de viande rouge. C'est vrai que ça améliore la santé de façon assez claire. Et bon, le végétarisme, il y a d'autres données. En fait, c'est vrai que bien manger, c'est bon pour la santé. Et donc, un facteur de prévention fondamental, c'est certainement ça. Mais c'est probablement plus ça. Ça vient de la santé publique. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre la référence, je l'ai perdu. Mais c'est un schéma qui montre qu'en fait, qu'est-ce qui est important? Vous savez, on dit toujours, d'ailleurs, c'est vrai que je retrouve cet article-là, parce que je n'ai jamais retrouvé la source exacte, mais qu'on a augmenté l'espérance de vie en Occident, dans nos sociétés, de 30 ans au 20e siècle. Puis là-dessus, il y en a à peu près 22 qui ne sont pas vraiment dus au docteur, mais tout ce qui se fait en prévention, en socio-sanitaire, en qualité de vie, en salaire, etc. Et il y a peut-être 8 sur la médecine. Donc, en fait, la santé des gens, on a parlé de prévention individuelle, c'est sûr que les habitudes de vie, le comportement, c'est important. Mais vous savez aussi bien, ou sinon mieux que moi, que le milieu de vie est tout aussi important chez les personnes âgées, le support social, les systèmes qu'on met en place. C'est sûr que là-dedans, il y a le système de santé, mais il y a plein d'autres choses. Et évidemment, le contexte global, économique, tout ça. Et ça a probablement beaucoup plus d'impact que la visite chez le médecin, ou ce que moi je peux faire même, sauf peut-être dans certaines situations aiguës que moi j'arrive à régler à l'urgence. Donc là, on est dans la prévention et on peut souhaiter à notre ami qui est là de vivre dans une société comme la nôtre où finalement on vit assez bien. On a des revenus quand même substantiels en général, bien qu'il y a des écarts là, qui augmentent. Donc, maintenant, on va passer au test d'APS, ou d'antigène prostatique spécifique, qui est revenu anormal, et d'où la détresse de cet homme-là. Vous allez voir que c'est un peu particulier. D'abord, il y a 76 ans. Hein? Déjà, ça a déjà été recommandé, le test du PSA, mais je n'ai jamais rien vu qui allait au-delà de 70 ans. C'était 55, 70 ans. Déjà, son médecin, il fait passer ça. Puis moi, je me suis amusé à scanner des fois quand les gens, je leur pose des questions, quand j'ai un peu de temps à l'urgence. PSA, votre médecin vous a fait ça? Oh, il fait ça tous les ans. OK, il en discute avec vous? Ben, la prostate. Puis est-ce qu'il parle de vous? Non. Écoute, la quantité de gens qui se font faire des PSA, c'est hallucinant, puis ils n'ont à peu près aucune information. Dans ma petite expérience, quand j'essaie de voir ça chez les gens. Donc, un test de l'antigène prostatique spécifique anormal. Alors, qu'est-ce qu'on en sait? On en sait qu'en 2012, les Américains ont dit D comme recommandation pour le dépistage du cancer de la prostate par le PSA. D veut dire plus de nuisances que de gains.
Ça, c'est 2012. En 2014, la même organisation sur la prévention canadienne a dit ça, le Collège canadien des familles, tout le monde a endossé ça. Il y a une discussion actuellement, ils vont peut-être le remettre en C, c'est-à-dire autant d'avantages qu'un inconvénient, mais ce n'est pas conclu. Il reste que depuis 2012, le PSA n'était pas recommandé. Moi, quand j'ai commandé, j'ai écrit 2-3 textes là-dessus sur mon blog, et honnêtement, j'ai eu des courriels violents de gens, vraiment, là, qui disaient « ça n'a pas de bon sens que tu dises ça, moi j'ai appelé ça, ça m'a sauvé la vie, etc. etc. » Tu n'as pas d'affaire à dire des trucs comme ça. Mais là, c'est pas vraiment mon opinion. Là. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la prostate, mais je suis capable de lire un peu la littérature. Puis c'est ce qui est recommandé actuellement. Ça nuit plus qu'autre chose, en tout cas à l'époque. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y en a. Okay? Actuellement, le collège, qui, dans sa première fiche de prévention clinique, je pense, disait quelque chose comme « il faut en discuter avec le patient », dit encore ça, mais ne pas le faire de routine, sauf si le patient le demande, et après une discussion éclairée. Et il renvoie à ce site-là de l'Université Laval, qui sont toujours très solides là-dedans, pour discuter vraiment, clairement, de ce que c'est ce dépistage-là. Je ne suis pas convaincu que beaucoup de médecins ont cette discussion-là avec beaucoup de patients, honnêtement. En tout cas, dans les hommes que je peux connaître. Juste pour vous donner une idée, ça, c'est les données américaines. En fait, c'est la littérature qui est actuellement assez récente, je pense que c'est 2017, qui inspire les nouveaux guidelines. 1000 dépistages, 240 avec des hommes sur une échelle, je pense que c'était 12 ans, avec des résultats anormaux. Et là-dessus, on sait que 58% à peu près vont être des faux positifs. Faux positifs, ça veut dire qu'il n'y a pas de cancer. On va voir un peu où ça nous mène par la suite. Donc déjà, le test a énormément de faux positifs, c'est un problème. Mais son test à notre ami, il est positif, donc il est anormal, et il y a quelque chose qui va s'en suivre. Il est en attente d'une biopsie. Et c'est ce qui le rend si inquiet. Juste, on va parler un peu de biopsie et de traitement. À partir du moment où on fait un test, généralement, c'est pour changer la conduite. D'ailleurs, si un test que vous avez en tête, pour ceux qui pratiquent cliniquement, ne change pas la conduite, probablement que vous êtes mieux de ne pas le faire. Mais bon, changer la conduite, généralement, ça va nous mener à une biopsie, éventuellement à des traitements. Juste pour vous donner une idée des chiffres américains là-dessus, c'est peut-être un peu différent au Québec, mais il reste que ça ne doit pas être si loin que ça. 240 hommes, donc sur 1000 avec des résultats anormaux, sans biopsie anormale, ce qui veut dire qu'il y a des cellules cancéreuses. Biopsie, d'ailleurs, qui n'est pas sans risque. Hein? Ce qui est malheureux dans toute cette, si on veut, cet engouement, je dirais, pour le dépistage, c'est qu'on voit souvent par les organisations des conférences par les survivants qui appellent. Donc, des gens qui ont été dépistés. Des belles histoires, en fait. Moi, je connais personnellement 2 hommes. Il y en a un qui c'est indirect, qui ont eu une biopsie, qui ont eu des segments. Il y en a un qui a passé un mois aux soins intensifs parce qu'il a fait un choc septique après ça. Je veux dire, c'est jamais complètement bénin de rentrer un trocard quelque part à l'intérieur du corps. Il y a des risques qui ne sont probablement pas très grands, mais qui existent. 80 de ces patients-là, aux États-Unis, vont avoir des traitements invasifs, dont la prostatectomie. Un tiers de ceux qui vont avoir une prostatectomie vont avoir un cinquième vont avoir de l'incontinence et un tiers vont être impuissants après la prostatectomie, en tout cas dans les chiffres dont on dispose. Et il y a de la radio, c'est quand même un sixième qui vont mener à l'impuissance. Donc, c'est des traitements qui ont quand même un impact certainement sur la qualité de vie. Il n'y a pas grand monde qui peut penser qu'avec cette ampleur d'effets secondaires, ces traitements-là sont neutres. Ils ont un impact sur la qualité de vie. Donc ça, c'est le portrait actuel de ce qu'on sait du devenir de 1000 dépistages, 240 anormaux, etc. Alors, est-ce qu'il faut toujours se rendre jusqu'au bout? Je vais se poser la question, je vais vous donner un exemple. Des fois, à la fin, il se passe de quoi. Donc, il a peut-être un cancer de la prostate, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Son test est anormal, il y a une certaine proportion de chances d'avoir un cancer de la prostate. Évidemment, le cancer de la prostate, c'est rien de jojo, là. Au Canada, 21 300 nouveaux cas en 2017, c'est beaucoup. 4 000 décès, c'est quand même pas mal. Ce qui veut dire qu'à peu près un de ces cancers-là sur 5 va mener au décès. 10 des décès par cancer, fait qu'on parle vraiment d'un gros problème de santé, et souvent, des métastases osseuses, etc. Donc, c'est pas une maladie qu'on aimerait avoir. Ce qui est fantastique, c'est que le dépistage baisse la mortalité par cancer de la prostate de 21 %. Donc, vous allez me dire, wow! Et comme il y en a parmi vous qui étudient donc en santé publique, vous avez sûrement déjà deviné que c'est un risque relatif que je vous expose là. Et que c'est vrai que ça abaisse la mortalité spécifique due au cancer de 21 %. Le chiffre en mortalité absolue est peut-être un peu moins impressionnant. C'est souvent pas lui qui est présenté.
la mortalité absolue va passer de 0,6 à 0,5 sur 13 ans dû au cancer de la prostate. C'est sûr que si tu mets ça dans un journal, de 0,6 à 0,5, tu ne feras pas la première page du journal. 21 tu risques de le faire. Combien on a de risques relatifs qui sont exposés comme ça? Les gens sont exposés à ça et ils sont amenés finalement dans des raisonnements et ils n'ont pas nécessairement les vrais chiffres devant eux. En fait, les chiffres qui sont plus importants que vous connaissez. Ce qui est fascinant dans la littérature du dépistage du cancer de la prostate, qui a été inventé d'ailleurs par un pathologiste, dont j'oublie le nom. Et c'est dans les années... Ça fait très longtemps que ça a été développé. C'est dans les années 70 qu'il travaillait là-dessus. En 1994, le test est devenu disponible. Et ce pathologiste-là a écrit un article dans le New York Times, je pense que c'était en 2010, où il disait que son invention, donc le PSA, était la plus grande catastrophe de santé publique aux États-Unis. Parce que ça avait amené, effectivement, à des dépenses énormes, de la souffrance à cause des effets secondaires, tout ça. Et à date, il n'y a aucune étude qui a montré que quand supposons tu dépistes versus non dépistes un grand groupe d'hommes, l'âge du décès va être avancé. Autrement dit, le gain de mortalité, il n'est pas démontré. Peut-être que ça prendrait, au lieu de 10 000 patients, ça en prendrait peut-être 1 million pour voir un petit gain, mais c'est clair qu'il n'y a pas beaucoup de gains d'ampleur. Et donc, les hommes vont décéder, qu'ils soient dépistés ou non, au même âge. Il y en a un de moins qui va décéder, parce que c'est le 0,6 à 0,5 du cancer de la prostate, mais il va probablement décéder d'une autre chose. Donc, dire que le dépistage, dans ce cas-là, allonge la vie, il n'y a pas de données qui montrent ça encore. Deuxièmement, dire que ce dépistage-là améliore la qualité de vie, c'est possible qu'il y ait un peu moins de cancer métastatique au bout du compte, mais de façon générale, tu vas avoir énormément plus d'impuissance, incontinence, qui sont, maintenant, les continences en gériatrie, c'est un marqueur de déclin quand même assez puissant. Donc moi, ça m'embête beaucoup quand je vois que des hommes se font dépister, surtout depuis 2012. Aux États-Unis, quand c'est paru, ces recommandations-là, ça a légèrement abaissé le taux de dépistage, de quelques pourcents. Il y en a eu un petit peu moins. Au Québec, c'est peut-être la même chose, je n'ai aucune donnée là-dessus. Mais c'est assez fascinant quand même que pendant 5 ans au moins, les médecins continuent de faire du dépistage comme ça, sans informer leurs patients, même si le collège a dit qu'il fallait le faire, et avec des impacts qui sont peut-être nuls, ou en tout cas pas loin. Donc, high five, mais peut-être avec ouais, il fait un peu pitié. En général, quelqu'un dit pauvre petit à ce moment-là dans une assemblée. Donc, le cancer de la prostate, et il y a quelque chose d'intéressant. Au-dessus de 50 ans, dans le reste de leur vie, qui maintenant est longue pour les hommes quand même, ça, c'est des données quand même assez anciennes. Il y a jusqu'à 42%, parce qu'un homme sur deux qui va développer des cellules cancéreuses, au-dessus de 50 ans, entre 50, mettons, puis 80 quelques années. Donc, va avoir des cellules cancéreuses dans la prostate. C'est un cancer qui est très prévalent. Mais parmi ce groupe-là, seulement 10% de ces hommes vont avoir des symptômes et seulement 3% vont en décéder. Fait qu'avoir un cancer de la prostate versus avoir des symptômes de cancer de la prostate versus avoir une menace à sa vie, c'est 3 choses complètement différentes. Et le cancer de la prostate est sûrement le meilleur exemple pour ça. Puis Fernand Turcotte, vous le connaissez sûrement, un médecin donc retraité maintenant qui était lui à l'Université Laval, qui a traduit plusieurs livres extrêmement importants sur, entre autres, le surdiagnostic et d'autres trucs. Et j'échangeais par courriel l'autre jour. Puis il m'a amené sur une piste extrêmement intéressante. C'est que le problème, c'est qu'on ne connaît pas le pronostic de plusieurs maladies qu'on dépiste. Si tu ne connais pas le pronostic du cancer de la prostate, ben, tu sais, il y a des cancers de la prostate, il y en a probablement un parmi nous qui en a un en ce moment. On ne sait pas. Mais disons, si on prend une assemblée de 50 hommes de 60, 70 ans, bien, il y en a au moins 5, 6, 7, 8, peut-être plus, qui vont avoir un cancer. Mais c'est quoi leur pronostic? Il y en a probablement certains qui vont probablement se rendre à 85 ans sans avoir jamais eu le moindre symptôme. D'autres peut-être vont commencer à avoir des symptômes, on ne le sait pas. Puis il y en a un certain nombre qui vont avoir des symptômes plus importants. Mais on ne connaît pas le pronostic a priori. On n'est pas capable de quantifier bien, ce qui fait qu'on applique un traitement relativement large, uniforme, sans savoir le pronostic. Ce qui fait que des fois, le traitement est pire que ce qui serait arrivé, puis des fois, c'est mieux, mais en moyenne, probablement qu'en moyenne, c'est pas si intéressant que ça. Donc, l'incertitude quant à la connaissance du pronostic de plein de maladies, dont ces petits cancers-là,
c'est probablement le nœud du problème du surdiagnostic. Peut-être que dans 25 ans, on va être capable de prédire exactement quel cancer demande une intervention, quel autre ne demande pas, puis on va pouvoir adapter le traitement. Mais pour l'instant, on ne le sait pas trop. Il n'y a pas encore vraiment de bonne façon de le faire de façon efficace. D'où la réaction de notre ami à l'urgence. Évidemment, vous avez peut-être dans votre tête actuellement qu'est-ce qui se passe avec les autres dépistages? Cancer de l'ovaire, ça a été essayé. L'efficacité est zéro. En fait, on est capable, 97% des cancers de l'ovaire vont passer inaperçus jusqu'à temps qu'ils donnent certains symptômes cliniques ou qu'on les trouve. Et ce qu'on a fait comme dépistage à l'écho, quoi que ce soit cliniquement, n'a aucune valeur. D'ailleurs, vous savez que l'examen gynécologique, je parle de l'examen bimanuel, pas du PAP test sur le col, mais l'examen bimanuel n'est plus recommandé chez la femme qui n'a pas de symptômes ni facteur de risque. Et donc, pourquoi? Parce que ça ne sert pas à grand-chose. À la limite, tu trouves un kyste, tu trouves quelque chose, mais qui n'a pas vraiment d'importance clinique, et tu ne trouves à peu près jamais les cancers comme l'ovaire et tout ça. Donc, l'ovaire, c'est un échec. Le pancréas, on sait que c'est un échec aussi. Mais ça nous mène sur des sujets beaucoup plus sensibles, comme le cancer du sein. On a un très, très bon système. Je ne sais pas comment ça se compare dans le monde, ça, mais notre système de dépistage de la mammographie est quand même bien organisé. Ça ne prend même pas de médecin pour y avoir accès. On sait que ce n'est pas toutes les femmes qui le font. Puis j'ai revisé un peu la littérature là-dessus, puis c'est un peu troublant, la littérature. Ça semble être plus efficace que pour le cancer de la prostate, mais il n'y a pas vraiment encore de données qui montrent clairement que la vie est rallongée si on fait du dépistage. Il y a une tendance non significative dans les grandes données. On met beaucoup d'accent là-dessus, mais est-ce que vraiment, au bout du compte, on réussit à soit améliorer les qualités de vie ou à l'allonger? J'avoue que c'est un peu troublant à lire ça. Le cancer du côlon, c'est à peu près la même catégorie. On diminue la mortalité spécifique, comme pour le sein d'ailleurs, lié au cancer du côlon. Mais au bout du compte, il n'y a pas encore de données vraiment solides qui montrent que les gens vont vivre plus longtemps, globalement, si on les dépistes que nous. Et donc, ces données-là sont fragiles. Il y a des données récentes sur le poumon. Vous savez qu'avant, on faisait des radiographies sur le cancer du poumon pour dépister, ça ne fonctionne pas. Récemment, chez les fumeurs, je me rappelle bien de plus de 15 paquets années, des scans à basse intensité, 3 ans de fil, ça pourrait peut-être amener des interventions puis une baisse de mortalité. C'est tout récent comme recommandation. Mais il n'y a pas beaucoup de dépistages qui ont vraiment un impact majeur. Tu sais, si on compare ça, supposons, honnêtement, à l'exercice ou à l'alimentation, à une alimentation végétarienne diminue le cancer du sein chez les femmes de 60-70 ans autour de 40 %. Tu sais, ça a vraiment un gros impact. C'est pas mal plus efficace que le dépistage qu'on fait actuellement. Donc, la prévention, agir avant la maladie, est peut-être quelque chose de plus important que trouver une maladie existante mais qui ne donne pas de symptômes quand on parle de dépistage. Je ne vous dis pas que ces dépistages-là ne valent rien. Je vous dis qu'il faut vraiment regarder les données pour se faire une idée sur est-ce que vraiment on contribue à améliorer la durée ou la qualité de vie des gens. Moi, personnellement, depuis que j'ai revu ces données-là, j'ai des doutes là-dessus. Puis les autres soins, les scans que moi je fais à l'urgence, les radiographies, les résonances qu'on fait, les antibiotiques. En fait, Choisir avec soin, qui est une initiative extrêmement importante, qui malheureusement, là, commence à avoir un peu de visibilité. Je ne sais pas qui connaît Choisir avec soin ici. Donc, c'est une minorité. C'est probablement une des initiatives les plus importantes. C'est international. Ça vient de l'Association américaine de médecine interne, qui ont demandé à des praticiens, des organisations en fait, d'identifier un certain nombre de soins et de valider qu'est-ce qui vaut la peine, qu'est-ce qui ne vaut pas la peine. Supposons faire une radiographie lombaire pour quelqu'un qui a mal au dos, ça vaut la peine? Non, ça ne vaut pas la peine. Faire un scan pour quelqu'un qui a une lombalgie commune, qui n'a pas de facteur de risque particulier, demande aux orthopédistes finalement, non, ça ne vaut pas la peine. Et donc, en intégrant les praticiens et les organisations, Choisir avec soin propose, dans le fond, un certain nombre d'éléments qu'on devrait regarder pour diminuer les soins inutiles qui n'ont pas de pertinence. Et il y en a une flopée, je vous suggère d'aller voir ça si vous ne connaissez pas l'organisme. C'est vraiment intéressant parce que chaque spécialité a ses recommandations et souvent il y en a 5, 10, 15 et c'est des choses très, très concrètes. Quand est-ce qu'on demande un scan quand quelqu'un se frappe la tête quand il vient à l'urgence? Ben, il y a des guidelines pour ça. La première analyse que j'ai vue publiée, c'est celle de l'ICIS sur des recommandations. 30% des soins, je pense que je ne me rappelle plus combien il y en avait dans l'étude, étaient jugés inutiles et contraires aux recommandations. 30% du volume de soins qu'on donne. L'AMQ, c'est son cheval de bataille, l'Association des médecins du Québec, dit que, je ne sais pas, il avait sorti ça, je pense, non, c'était pas dans le temps que tu étais ministre, il y en aurait pour 5 milliards au Québec de soins inutiles. C'était un chiffre comme... Mais tu sais, il y en a sûrement beaucoup,
Et malheureusement, c'est quelque chose qui est à peine commence à émerger, commence à être diffusé. Combien de fois on donne des antibiotiques pour des trucs comme ça, pour des rhumes, pour des bronchites? Maintenant, il n'y a plus de recommandations d'antibiotiques. L'INES a fait un super travail là-dessus, mais ça continue à être prescrit à tour de bras dans la vraie vie, là, dans les bureaux des gens. Une bronchite qui est essentiellement virale, l'antibiotique ne change à peu près rien, à part chez peut-être certains grands malades. Les otites, moi quand j'étais jeune médecin, on prescrivait des céphalosporines de 3e génération, le Cefixime. C'était ça le traitement. Jusqu'à temps qu'on se rend compte finalement que même l'antibiotique de base, ça ne donne probablement pas grand-chose chez 90% des enfants et c'est plus recommandé d'emblée, sauf dans certaines circonstances. Les sinusites, les antibiotiques sont plus recommandés. C'est encore très prescrit. Les sinusites, même des grosses sinusites comme ça, là, c'est plus recommandé. C'est une conférence médicale. C'est peut-être la crainte de poursuite. Des fois, les gens disent ça, c'est la crainte de poursuite pour qu'on fait des tests. Peut-être. C'est sûr que quand tu rencontres même Jean-Pierre Ménard, peut-être que ça induit certains comportements. Peut-être que ça joue. Mais je pense que c'est plus des habitudes, c'est plus de l'enseignement, c'est plus de l'imprégnation qui fait qu'on continue à poser des gestes en médecine qui n'ont pas nécessairement d'impact sur les gens. Fait que quand je dis sur les gens, je parle, est-ce que ça améliore la qualité de vie ou est-ce que ça allonge la vie? Donc, en conclusion, notre but, puis j'essaie toujours de, quand j'ai des résidents, de se présenter, est-ce que l'intervention qu'on fait a un impact sur le patient, réel ou non? Est-ce que ça allonge sa vie? C'est sûr qu'ici, bon, je ne sais pas, moi, l'appendicectomie est un bon exemple, mais si un patient fibrile le moment, je donne un choc, ça a un gros impact. Je le ramène, puis son pronostic demeure assez bon quand il est en infarctus aigu. Il ne change pas tellement. Améliorer la qualité de vie, c'est sûr que les données existent maintenant de plus en plus pour savoir, toute la médecine n'est pas mappée et loin de là pour savoir qu'est-ce qui marche vraiment, mais il y en a de plus en plus, puis vous les connaissez comme moi. Mais c'est sûr que ça implique une remise en question des pratiques médicales, un questionnement et une capacité d'influencer les médecins. Quand je parlais du dépistage du cancer de la prostate, visiblement, c'est une recommandation qui n'a pas réussi à, si on veut, avoir un très, très gros impact sur le terrain. Parce que les habitudes étaient prises, parce qu'on pense que, etc., etc. Donc, il y a des... Choisir avec soin tient son congrès annuellement. Le Canada est pas mal impliqué là-dedans. L'AMQ, l'AMC sont bien impliqués. Moi, je vous suggère peut-être d'aller jeter un coup d'œil à ça. Ça donne des pistes déjà pour réfléchir à comment on peut avoir un impact dans nos choix qu'on fait quotidiennement. Et c'est tout. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. J'invite Dr. Hébert à approcher ici pour une période de questions à deux. Je vais sortir le deuxième micro. Donc, on a un petit 15 minutes pour des questions ensemble, puis ensuite on retourne à un réseautage. Levez la main simplement. Question de Québec. Oui, on a une question de Québec. De Québec. En deux parties. Oh. Alors, première question, pour M. Hébert, en fait. Quelle était votre vision des infirmières Quelle était votre vision des infirmières en général et des IPS dans le modèle domicilio-centré que vous avez proposé? OK, bonne question. Alors, je répondrai... Pour le live stream, oui, ils vont vous voir. Je me mets ici. Oui, comme ça. Bonjour. Regarde, on va juste le tasser un peu pour que vous ne soyez pas dans la lumière. Voilà. Alors, au niveau des infirmières, vous savez que j'ai mis en place un groupe de travail qui était supposé de revoir la formation des infirmières. En fait, l'objectif était de convenir que la formation des infirmières dorénavant au Québec serait une formation universitaire. Ce groupe de travail, malheureusement, n'est pas arrivé à une recommandation parce que le syndicat, la FIC, était formellement opposé à ceci. Et dans l'absence d'un consensus, il n'a pas été possible de faire ça. Je pense qu'il y a un problème majeur au niveau de la formation des infirmières au Québec. Je pense que par rapport aux autres professionnels où on a au moins un premier cycle universitaire et même la plupart du temps un deuxième et même un troisième cycle, si on pense aux psychologues, les infirmières avec un diplôme collégial ne sont pas au même niveau que les autres professionnels de la santé. 1. 2. Les infirmières praticiennes spécialisées, je pense effectivement que c'est nécessaire. Mais moi, quand on me parle des infirmières praticiennes spécialisées puis que je vois encore des infirmières qui ont une formation seulement collégiale, j'ai comme un malaise. Je me dis, il faut augmenter la formation des infirmières si on veut qu'elles participent de façon égale
à l'équipe multidisciplinaire et je pense que là, il y a un enjeu majeur, un enjeu de société. Et je suis très déçu de ne pas avoir été capable de régler cet enjeu-là. Je pense que les infirmières sont absolument essentielles dans l'équipe. Là où je suis beaucoup plus réservé, c'est lorsqu'on dit on va faire des cliniques d'infirmières. Hein? Comme si on allait reproduire le modèle des cliniques médicales où il y a juste un docteur, donc monodisciplinaire. On va reproduire ça pour les infirmières. À mon avis, on ne va pas dans la bonne direction. La première ligne, c'est une équipe interdisciplinaire et on doit aller vers des modèles d'équipe où l'infirmière, le médecin, la nutritionniste, le kinésiologue, le travailleur social travaillent ensemble au suivi des maladies chroniques, mais pas revenir à une approche disciplinaire. Alors, c'est une réponse longue, là, mais ça résume un peu la façon dont moi je voyais la profession infirmière. Bien sûr, il faut plus d'IPS, mais il faut avoir la capacité de les former, puis ça, dans mon rôle de doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, c'est un enjeu majeur. On ne pouvait pas du jour au lendemain former 2000 infirmières IPS. Il fallait avoir les stages, les milieux de stage pour les accueillir, les infirmières IPS déjà formées pour former les autres. Alors, il y a comme un enjeu important au niveau de la formation. On avait du retard par rapport à l'Ontario. Quand on dit par rapport au reste du Canada, c'est l'Ontario qui a investi dans les IPS. Et le Québec, et comme la plupart des autres provinces, n'a pas suivi l'Ontario. Deuxième partie de la question. J'avais une deuxième partie de question. Oui. Pourrions-nous reprendre votre modèle aujourd'hui et pensez-vous qu'il y aura une résistance du collège des médecins? Le modèle de? Le modèle domicilio-centré. Vous avez... Bon, je ne pense pas qu'il y ait de résistance du Collège des médecins. Vous savez, la pénurie de médecins, il y a eu quelque chose d'intéressant, c'est qu'elle a forcé les docteurs à s'ouvrir aux autres professionnels. Je pense que ça a été à toute chose malheur est bon. Alors, je pense que ça a été intéressant pour l'ouverture des docteurs aux autres professionnels de la santé. Et je ne suis pas sûr que la résistance vient vraiment des médecins. Je pense qu'il y a des problèmes au niveau de la rémunération. La rémunération est un enjeu. Vous savez, quand vous avez quelqu'un qui est rémunéré à l'acte, qui possède la clinique et qui est en compagnie de gens qui sont rémunérés à salaire souvent au tiers de ce que le médecin gagne, le rapport n'est pas le même et l'interdisciplinarité est comme pas favorisée. Alors, je pense qu'il y a bien d'autres obstacles que l'obstacle corporatiste des médecins. On peut ouvrir les questions à la salle aussi. Puis je pense qu'on a peut-être des gens de Sherbrooke qui ont des questions s'ils nous envoient. Moi, j'avais une question pour Régine, parce que quand tu as présenté c'est une vraie question pour ça, c'est pas... quand tu as présenté les modèles, moi, je regarde toujours le ratio de médecins par population. Et on marque dans ceux qui ont hérité, si on veut, du Beveridge, des modèles Beveridgiens, donc le Canada, la Grande-Bretagne, l'Australie, le ratio de médecins est relativement bas. Alors qu'en France, ici, c'est 2,6, 2,7 sur 1000. En France, c'est 3,3. En Allemagne, c'est 4 sur 1000. On dirait que ceux qui avaient plus une optique assurantielle avaient plus de médecins. Parce que moi, quand on me dit oui, mais il n'y a pas d'accès aux médecins au Québec, c'est sûr, comparé à la France, mais il faudrait pour faire l'équivalent, il faudrait que tu rajoutes 6 000 médecins demain matin. Et probablement que l'accès changerait. Mais c'est quoi le lien entre le nombre de médecins et ces modèles-là? Parce qu'on dirait que c'est assez plaqué, en tout cas dans les pays occidentaux. En fait, quand on regarde le lien entre le nombre de médecins par habitant et l'espérance de vie, il n'y en a pas. Il n'y a pas de lien entre ces deux-là. Par contre, il y a un lien très fort entre le ratio de médecins omnipraticiens spécialistes et l'espérance de vie. Alors, plus il y a de médecins omnipraticiens par rapport aux spécialistes, mieux on améliore l'espérance de vie, ce qui est quelque chose d'extrêmement intéressant, surtout dans la perspective du vieillissement de la population où le suivi de première ligne devient plus important. C'est sûr que dans les modèles bismarckiens, comme j'ai dit tantôt, c'est des modèles concurrentiels, c'est-à-dire qu'on laisse le libre choix et la concurrence, d'où un nombre de médecins qui est presque pléthorique là, dans certains pays parce qu'on a permis, il n'y a pas de limitation de numerus clausus, comme disent les Français, de l'admission en médecine. Donc, on a permis des médecins d'être formés. Et donc, alors que dans les pays beveridgiens, la façon de contrôler les coûts, c'est de limiter l'offre. Alors, l'offre médicale, et dans les années 90, il y avait des données extrêmement fortes qui reliaient, et les gestionnaires du réseau de la santé pensaient qu'en limitant le nombre de médecins, on allait diminuer les dépenses de santé. D'où la diminution des admissions en médecine dans les années 90, qui a été une catastrophe. Et on s'est rendu compte que non, il n'y avait pas ce lien-là entre le nombre de médecins et les coûts de santé, bien que maintenant, avec la rémunération des médecins, c'est pas si vrai que ça. Mais il n'y a pas vraiment ce lien-là. Alors,
c'est pour ça que je les ai présentés, deux archétypes qui ont leurs caractéristiques propres et qui expliquent qu'on a beaucoup de médecins dans les modèles bismarckiens, on en a beaucoup moins dans les modèles beveridgiens, avec peu de différence sur l'espérance de vie, finalement, entre les deux. Et avec des différences de rémunération assez importantes, parce que l'Allemagne, la France, la rémunération est beaucoup moins grande. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'un système comme le Canada, qui est très socialisé au niveau de la médecine, c'est très universel, les médecins ont réussi à se négocier des revenus qui sont beaucoup plus élevés. Oui, parce qu'on a créé une rareté de l'offre. C'est la loi de l'offre et de la demande. Si vous créez une rareté de l'offre, le prix va augmenter. C'est comme ça que ça marche. Alors en France, il n'y a pas de rareté de l'offre médicale, donc le prix baisse. C'est la loi de l'offre et de la demande. C'est la main invisible du marché. Donc, la thématique du sommet cette année, c'est l'innovation et la médicalisation dans une approche interprofessionnelle interdisciplinaire. Donc, beaucoup ont concentré la conversation ce soir sur la médecine, puis je pense qu'on a éclairé la raison de toute cette discussion-là. Mais avez-vous une réflexion ou des recommandations par rapport au rôle de toute l'équipe interprofessionnelle à contrecarrer le problème de la médicalisation? Alain en a parlé. Écoutez, je pense que de voir un kinésiologue pour prévenir les maladies cardiovasculaires et une nutritionniste, c'est beaucoup plus efficace que d'aller faire un check-up chez son médecin. Ça, c'est clair. C'est bien démontré dans la littérature. Alors, il y a un rôle extrêmement important des autres professionnels. Et c'est quoi qui est remboursé actuellement par la Régie d'assurance maladie? C'est le docteur. C'est ça qui est gratos. OK? Alors, on sert du docteur qui est gratos. Et qu'on paye extrêmement cher, mais qui est gratos. Et le kinésiologue, lui, il faut que tu payes de ta poche pour avoir ta consultation puis avoir ton programme d'activité physique. Alors, c'est ça qu'il faut. Je ne sais pas, je ne veux pas prendre... Non, mais c'est intéressant. Moi, j'ai écrit récemment sur le fait qu'on faisait jouer même aux médecins des rôles qui sont invraisemblables. Qu'une personne qui a une grippe, mettons, il faut qu'elle aille voir absolument un médecin pour avoir un billet parce que son employeur le réclame, ou un paquet de justifications comme ça qui n'ont rien à voir avec la médecine, essentiellement. Pourquoi essentiellement? Parce que c'est la gratuité du médecin qui est là. Un des points par rapport à ce que tu dis, c'est que j'avais lu, je pense que c'est juste que le médecin représente 85% des coûts de la santé comme prescripteur. Donc, ayant le rôle de prescripteur, c'est lui qui oriente beaucoup les dépenses vers les tests, vers ci, vers ça. Et donc, ce rôle-là est au centre encore là parce que c'est lui qui, à l'hôpital, est le prescripteur. Puis en dehors de l'hôpital, c'est lui qui est accessible. On a un gros problème par rapport à ça. Pour résoudre des questions complexes comme celles qu'on doit résoudre, on a certainement... il faut revoir ça, mais c'est pas évident. Regardez l'implantation de l'accès adapté. L'accès adapté, c'est de considérer le docteur comme le garagiste. Le garagiste ne te donne pas un rendez-vous pour aller le voir dans 6 mois, 1 an. Tu prends rendez-vous quand tu as besoin. Alors, c'est ça l'accès adapté. Et ça réduit de façon extrêmement importante la pression sur les rendez-vous médicaux. Les gens qui sont passés à l'accès adapté, là, les patients, ils voient leur docteur dans la semaine et dans les 2 semaines qui suivent. Et il y a une réduction importante du nombre de patients suivis. Donc, il y a une demande induite par le médecin qui est très importante. Quand le médecin dit « vous viendrez me voir dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an », puis il n'y a aucune base scientifique là-dessus, là, qui dit qu'il faut que le patient soit revu dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Donc, il y a une demande induite qui est extrêmement importante. Juste un petit dernier point, parce que tu as parlé de surmédicalisation, c'est aussi évidemment la surhospitalisation. Et ça, il y a des travaux, entre autres France a travaillé sur des projets comme ça, comme le projet Défi à Sainte-Agathe, où le rôle central, c'était essentiellement l'intégration des soins autour d'une infirmière pivot, qui, elle, connaissait sa clientèle des patients qui allaient souvent à l'hôpital, puis s'en occupait. Et c'est certain qu'une infirmière dans une position comme ça, comme un rôle pivot, a un rôle majeur pour changer la dynamique. Dans le projet Défi, c'était 50% moins d'hospitalisation, 50% moins de visites à l'urgence, juste parce qu'il y avait une coordination par une infirmière pivot des épisodes de soins. C'est quand même majeur. Moi, je pense que c'est ce genre d'avenues-là qui peuvent être intéressantes pour éviter justement de médicaliser, entre guillemets, le patient, c'est de l'envoyer à l'hôpital. Alain soulevait un bon point. On est en épidémie de grippe. Là. La majorité des patients qui vont consulter à l'urgence ou dans les cabinets de médecins pour la grippe, c'est pour avoir un billet pour s'absenter du travail, okay? Alors qu'ils devraient rester chez eux, parce qu'ils contribuent à la propagation de l'épidémie de grippe. Alors moi, ce que je voulais faire, j'étais là, puis je n'ai pas eu le temps de le faire, c'est de réglementer ça, d'interdire aux employeurs de réclamer un billet pour des absences de moins de 3 jours. Parce que c'est le système qui paye ça, là. Et l'employeur, il ne paye rien, lui, il veut juste avoir un billet. Alors, vous voyez qu'il y a des gestes qui pourraient
En d'autres termes, on pourrait travailler, on a toujours travaillé sur l'offre. À mon avis, on pourrait travailler beaucoup sur la demande, pour diminuer la demande. Le check-up annuel, les billets de docteur. Il y a beaucoup d'interventions qu'on pourrait faire sur la demande. Oui, parce que je ne regarde pas là. Ah, ça, c'est la nouvelle façon de dire qu'on est d'accord, hein, c'est ça. Gabriel Nadeau-Dubois, là, hein, c'est ça? Ah bon, OK, c'est bon. On a une question en arrière. Est-ce que vous pensez justement que dans cette optique-là, de diminuer la surmédicalisation, de diminuer les hospitalisations, de prévenir les maladies chroniques, dans la prévention, de la promotion de la santé, est-ce que vous pensez que ça passe justement par les professionnels de la santé qui sont en première ligne, comme les pharmaciens, par exemple? Qui sont gratuits, justement, dans vos compagnies. D'ailleurs, les patients voient leur pharmacien 11 ou 12 fois par année en moyenne. Et les grands malades, 5-6 fois leur médecin. Donc, c'est sûr que le pharmacien est accessible. Sur l'impact des pharmaciens, sur le coup, je n'ai pas de données là-dessus. Je ne sais pas si tu... Je pense que les pharmaciens peuvent jouer un rôle extrêmement important. Quand on veut faire jouer le rôle au pharmacien de prescripteur, là, j'ai un problème. Parce que là, j'ai un conflit d'intérêt. Hein? Le pharmacien, quand il prescrit, c'est lui qui vend la pilule après. Alors, on n'a pas voulu que les docteurs fassent ça. Pour les pharmaciens, j'ai un problème. Le pharmacien peut très bien expliquer la médication, renouveler l'ordonnance, dans certains cas, être capable de délivrer un certain nombre de médicaments, mais il faut faire attention parce qu'il y a un risque de dérapage. Hein, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, puis comme disait Sacha Guitry, quand je parle des hommes, j'embrasse les femmes. Donc, il faut faire attention à ça. C'est la seule réserve par rapport aux pharmaciens. Mais prévenir les erreurs de médicaments qui sont une cause, les interactions qui sont une cause courante de détérioration, en particulier chez les personnes âgées, c'est un rôle absolument central. Moi, chez nous, on travaille tout le temps avec des pharmaciens à l'urgence parce qu'on a une clientèle super âgée qui prend en moyenne 7 médicaments en moyenne. Donc, on travaille avec de la polymédication qui est incroyable. Donc, pour moi, le rôle du pharmacien a un rôle essentiel là-dedans. Puis ça devrait être en communauté aussi, c'est le cas pour moi aussi. Et l'introduction des médecins dans les GMF, je pense que c'est un progrès extrêmement important. Les pharmaciens. Les pharmaciens dans les GMF, c'est un progrès important parce que là, il n'y a pas le risque de conflit d'intérêt. Tu as un pharmacien qui est en dehors de l'officine et qui va interagir avec les patients. Et là, on règle le problème de conflit d'intérêt potentiel entre le médecin propriétaire d'un commerce et le médecin prescripteur. Mais juste un commentaire, puis j'ai une question par rapport aux pharmaciens. C'est encore drôle parce qu'il y a beaucoup de pharmacies qui sont en dessous du GMF, comme tel dans la même bâtisse, puis souvent ce sont des pharmaciens propriétaires de GMF qui ont la prime GMF, en tout cas bref. Mais ça, c'est tout un autre débat. J'avais une question par rapport donc à la surmédicalisation. On parle de surmédicalisation, ce qui englobe le surdiagnostic, le overdiagnosis et le overtreatment. Donc, dans l'aspect du surtraitement, on parle beaucoup de ce temps-ci de la déprescription. Il y a eu un sommet qui a été organisé par le ministère, entre autres, il y a peut-être 2 semaines à peu près. J'aimerais vous entendre sur la déprescription et la santé mentale d'abord et avant tout, parce que c'est quand même un enjeu important, puis souvent on le passe sur le tapis. Peut-être juste un petit mot sur la déprescription. J'avoue que c'est très loin de ma pratique, mais j'ai quelques notions là-dessus. C'est sûr qu'il y a beaucoup de thérapies qu'on fait, en particulier chez les patients cardiaques, qui, au-dessus de 65-70 ans, la démonstration du gain là, commence à s'amenuiser. Il y a un papier qui vient juste de publier, je pense que c'est dans JAMA, sur les statines chez les plus de 65 ans. Donc, c'est sûr que la personne de, 90 ans, CHSLD, qui prend encore 14 médicaments, dont 8 à vertu préventive de ceci, cela, on peut vraiment se poser des questions. Je ne connais pas beaucoup le monde de la déprescription. Ça ne doit pas être facile à faire, mais je pense que c'est sûrement un enjeu assez fondamental là, dans tout ça. Évidemment, la santé mentale, j'y connais vraiment moins. Mais c'est clair, c'est clair. Moi, je vois des patients arriver. Hier, j'en ai vu un. Je pense qu'il y avait quelque chose comme 35 médicaments. Est-ce que ces 35 médicaments-là contribuent à sa qualité et à la durée de sa vie, là, à 88 ans? J'ai des gros doutes là-dessus. Mais enclencher ça, c'est pas facile. Encore là, il y a un rôle pour le pharmacien, certainement, de regarder ça puis de faire des suggestions. Souvent, c'est par suggestion que ça fonctionne. C'est sûrement un gros enjeu. Deux remarques là-dessus. Le traitement de l'anxiété et de la dépression, on utilise beaucoup la pharmacothérapie parce que c'est gratis. Mais la psychothérapie est aussi efficace. Mais elle n'est pas gratuite. Alors, vous avez là, et ce n'est pas les 35 millions que
le ministre a annoncé récemment qu'ils vont venir régler ça, là, parce qu'il y a un rapport de l'INES qui n'est pas sorti, qui devrait sortir, comme tout va sortir, mais moi j'ai ma petite hypothèse là-dessus, et qui va, parce que je l'avais demandé, ce rapport, c'est moi qui l'avais commandé, et qui recommanderait une façon de couvrir la psychothérapie de courte durée. Alors, un bel exemple où on utilise la solution médicale, alors qu'une autre solution serait aussi et même plus efficace, sans effet secondaire, et travaillerait un peu plus à long terme, probablement. Je vous donne une anecdote. J'étais jeune médecin dans un hôpital de la région de Québec et je faisais de la gériatrie parce que j'avais été faire une année en France puis j'étais devenu expert en revenant. Alors, il y a un chirurgien général qui me demande pour mutisme, un patient mutisme. C'est ça la raison de consultation. Alors, je vais voir le patient. Effectivement, il ne dit pas un mot. Et là, j'appelle au centre d'hébergement où il était avant. Le patient avait été opéré pour une cholécystectomie, il avait une cholécystite. Il avait été vu à l'urgence en abdomen aigu. Et j'appelle au centre d'hébergement, puis on me dit « Ah, madame une telle, elle démente, là. C'est une madame qui parlait pas, qui bouge pas, qui est grabataire. » Et cette pauvre dame, le centre d'hébergement l'a envoyée à l'urgence. Le chirurgien il a vu un abdomen aigu, il l'a opéré. Mais est-ce qu'on a amélioré sa qualité de vie, là? Moi, j'ai dit au chirurgien, votre chirurgie était parfaite, mais la madame est aussi démente qu'elle était avant. Tu sais. Alors, c'était ça ma conclusion. Mais l'erreur, c'était quoi? L'erreur, c'est qu'on l'a envoyé à l'urgence. Et de plus en plus, les centres d'hébergement n'ont pas de personnel infirmier, de personnel médical, ce qui fait qu'au moindre problème, on envoie le patient à l'urgence. L'urgentologue, lui, il voit le problème, il essaye de le régler, mais le problème, l'origine fondamentale, c'est que l'erreur, il se passe au moment où on a décidé d'envoyer le patient à l'urgence parce qu'on n'avait pas les ressources pour s'en occuper ou parce que ça nous inquiétait ou parce que... pour toutes sortes de raisons. Et donc, on surmédicalise une situation. Moi, j'en ai vu des patients déments, profondément, qui avaient encore des antihypertenseurs, des statines, des médicaments pour dormir, 3 ou 4 neuroleptiques. Et à un moment donné, là, ça ne marche plus. Là. Il faut faire ce que mon patron disait quand j'étais à Grenoble, la Pax Therapeutica. On arrête tout, puis on commence. Et puis on voit qu'il y a des patients qui ressuscitent quand on fait ça. Carrément. Mais on a donc des gestes qui s'accumulent. On va ça le millefeuille. Hein? On va ajouter un médicament. Là, on a un effet secondaire. On va ajouter un autre médicament. On fait un millefeuille sans vraiment jamais faire le ménage et se reposer la question, est-ce que ce médicament-là, puis j'ai bien aimé ce que tu as dit, est-ce que ce médicament-là améliore la qualité de vie, améliore la quantité de vie? Et est-ce qu'on ne pourrait pas s'en passer? Et parler à la famille, souvent, qui ont aussi des attentes par rapport à la pharmacothérapie, qui sont souvent complètement irréalistes. Là. C'est donc important qu'elle prenne sa statine, parce que ça fait 25 ans. C'était peut-être vrai là, quand elle avait 52 ans, elle a fait un infarctus, là. Mais maintenant, est-ce que c'est encore vrai? Moi, je vois chez les gens une espèce d'effet magique là, des médicaments. C'est donc important qu'ils prennent ces pilules parce que ça l'aide, etc. Et ça aussi, il faut déconstruire ça. Hein? C'est construit sur des fois des décennies. Puis en est, il faut défaire ça. En fait, comme je dis souvent chez nous, parce que des fois, chez nous, l'Institut cardio a été bâti essentiellement pour soigner des pathologies aiguës de gens assez jeunes, puis les opérer quand ils avaient des affaires incroyables dans le cœur. Et là, c'est pas ça qu'on voit. On voit les patients qui ont 80, 85, 90 ans, qui ont été opérés des fois 1, 2, 3 fois, et qui sont vers la fin de leur vie de plus en plus malades. Des fois, je regarde avec les cardiologues, puis je leur dis, vous savez, quand on sauve souvent les gens, là, ils vivent souvent longtemps, hein, ça va un petit peu ensemble. Et donc, on soigne des gens qui ont été souvent sauvés. Et là, les cardiologues sont un peu démunis parce que là, c'est plus la gestion de la fin de vie qui apparaît. Et ça, c'est pas si on veut, dans l'esprit, dans l'ADN, si on veut, d'un hôpital comme le nôtre. Il faut apprendre ça. Mais c'est la conséquence de ce qu'on a fait pendant la vie de ces patients-là, la vie active de ces patients. Une dernière question rapide? Et un peu long. Donc, dans la littérature, d'abord, merci pour la conférence. Puis ensuite, dans la littérature, pour justement sur la surmédication, il est conseillé d'avoir, dans le système, d'avoir un mécanisme d'analyse de l'état du système de santé et de faire une rétroaction au gouvernement pour justement améliorer le système actuel. Puis, je vais juste prendre le projet de loi 150, okay, où justement, il élimine le volet de commissaire santé et bien-être, qui justement jouait ce volet un peu. Moi, je me demandais, c'est dans quelle optique que le gouvernement, présentement, fait cette action. OK. Alors, un mot sur le commissaire. Moi, je pense que le commissaire, c'était une introduction. C'est d'ailleurs Philippe Couillard qui a mis en place le
commissaire à la santé. Le seul reproche que je faisais à la structure du commissaire, c'est qu'il se rapportait au ministre plutôt que de se rapporter à l'Assemblée nationale, comme le vérificateur général. Alors, je pense qu'on aurait dû faire en sorte qu'il se rapporte au vérificateur général pour permettre d'avoir une distance, bien que la plupart des ministres, avant le ministre actuel, ont toujours respecté cette distance avec le commissaire. L'objectif du ministre actuel, en fait, puis là, je fais pas de politique, là, c'est d'éliminer les contre-pouvoirs. Et c'est ce qu'il a fait. Il a éliminé l'Association québécoise des établissements. Il a coupé le budget de la santé publique de 30 %. Il a éliminé le commissaire à la santé et au bien-être. Et donc, tous les contre-pouvoirs qui pourraient avoir un œil critique sur les réformes sont disparus ou presque. Alors, il y a donc une stratégie très bien orchestrée. Je pense que le ministre s'en cacherait même pas si on prenait un verre avec lui. C'est une stratégie qui fait qu'on ne peut pas critiquer son... Et l'autre chose qu'il a éliminé ou qui a marginalisé, c'est toute la part scientifique, la part de la science dans l'évaluation du système de santé. C'est vraiment, c'est pas on peut dire, sans se tromper, que c'est pas une orientation ministérielle actuellement. Mais je pense qu'on a besoin du commissaire. C'est une tristesse de l'avoir perdu. Et la loi 150 ne restaure pas la fonction du commissaire avec toute son indépendance et son regard critique. Surtout avec la qualité du travail qui était fait, parce que c'était du beau travail, bien fait, objectif. Moi, des fois, ce que je me demandais, c'est quelle portée avait. C'est parce que c'était souvent des rapports assez chocs là, sur les séjours à l'urgence, et ça faisait souvent un certain stunt là, public, mais je me demandais s'il y avait vraiment un impact pour faire changer les choses par une approche de rapport par rapport. Je me suis toujours posé cette question-là sur l'impact réel à plus long terme, au-delà du « Ah, mon Dieu, on est les pires en Occident sur l'accès à la première ligne, OK ». C'est probablement que ça a amené un certain mouvement, mais c'est un travail de très haute qualité, et ça, c'était la base de ça. Avec une petite équipe en plus. Donc, merci. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Je les remercie chaleureusement. On a un petit quelque chose ici pour nos deux présentateurs. Donc, merci beaucoup aussi à vous pour votre présence. Donc, je vais passer le micro dans une seconde à Jennifer pour finir. Juste vous dire que, donner un petit avant-goût pour le sommet après ça du 17 mars. On a M. Régis Blais qui va être présentateur. Puis on a aussi déjà eu la confirmation pour un panel de politiciens qu'on est en train d'organiser. On a la confirmation de M. Barrette et Mme Lamarre du Parti québécois qui seront présents. Donc, si vous voulez venir avoir la chance aussi de participer à cette discussion-là, poser des questions, vous êtes les bienvenus. Puis, oui, donc je voudrais juste lancer peut-être à nos deux conférenciers une petite réflexion par rapport en marge de notre sommet, donc qui va avoir lieu le 17 et 18 mars prochain à la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal, au pavillon Jean Coutu. Donc, ma question pour vous, c'est quelles seraient les 2-3 top recommandations que vous auriez à formuler au ministère de la Santé et des Services sociaux au niveau de, justement, le thème là, du sommet de cette année, la surmédicalisation, une approche interdisciplinaire. Donc, je vous invite à nous écrire. Réfléchissez. Oui, effectivement. Puis, dans le fond, voilà, ça va nous aider en marge du sommet, dans une ouverture, là, de mentionner vos propositions pour les réflexions qu'on aura à mener. Donc, merci beaucoup. Et ce fut un plaisir de vous avoir. Merci.